Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la notion de conatus chez Spinoza et de son rapport avec le fonctionnement des organisations. En effet, dans son éthique, Spinoza affirme que toute chose persévère dans son être grâce à ce qu'il appelle le conatus. Ce terme latin est souvent traduit par effort, effort pour persévérer dans l'être. Cependant, si le conatus peut être considéré comme la force par laquelle une chose singulière maintient autant qu'elle peut sa structure, de manière à conserver aussi longtemps que possible son unité et son individualité, il faut éviter les contresens concernant ce terme d'effort, et principalement se garder d'une interprétation vitaliste ou volontariste. En effet, le conatus n'a rien à voir avec une quelconque force vitale qui animerait les êtres vivants et qui serait un principe uniquement présent dans le vivant. D'une part parce que le conatus ne concerne pas que les êtres vivants. Une pierre se maintient aussi dans l'être grâce à son conatus. D'autre part, parce que Spinoza ne considère pas qu'il y a une différence de nature entre le vivant et le non-vivant. Il n'y a qu'une différence de degré quant à la complexité de leur organisation. Il ne s'agit pas non plus d'un effort de volonté, c'est-à-dire d'une force produite par une intention qui émanerait de la chose même, qui en serait comme la cause première. Spinoza, remettant en question l'existence du libre arbitre, cette interprétation serait nécessairement erronée. Ce qui caractérise le conatus, c'est que, comme tout ce qui est dans la nature, il est autant effet que cause. Il est cause de la persévérance dans l'être de toute chose singulière, mais il est l'effet de la structure même de cette chose. Pour bien comprendre cela, il faut préciser ce qu'est un individu pour Spinoza. Contrairement à l'étymologie de ce terme, un individu, dans le vocabulaire spinoziste, n'est pas une réalité indivise, bien au contraire. Il est à la fois composant et composé. Ainsi, chaque organe de mon corps est un individu qui possède son propre conatus et qui est composé de parties plus petites. Mais il est également composant de ce corps qui est le mien, et il faut que toutes les parties de mon corps se conviennent et s'agencent de cette sorte que celui-ci maintienne son unité. C'est donc cette convenance entre toutes les parties d'un individu qui lui permet de maintenir son unité et de persévérer dans l'être. De cette convenance naît une solidarité entre les éléments constitutifs d'une chose singulière, solidarité qui conserve sa structure tant qu'elle n'est pas altérée par une cause extérieure. C'est pourquoi Spinoza considère qu'aucune chose ne peut se détruire d'elle-même et que la mort n'est pas inscrite dans l'essence d'un être vivant. Elle est toujours l'effet d'une cause extérieure. Le vieillissement, l'usure du corps sont dus au fait qu'un être vivant est indissociable d'un milieu qui, tout en lui fournissant les moyens de sa survie, l'agresse également et finit par affaiblir cette solidarité entre les parties dont il est constitué et donc son conatus, ce qui le conduit à la mort. On meurt toujours de quelque chose. C'est aussi pour cette raison que Spinoza affirme que le suicide ne peut pas être considéré comme une manifestation de la liberté. De soi-même, un individu ne peut vouloir sa propre destruction. Il ne le peut que s'il y est poussé par une nécessité extérieure dont il ne peut pas avoir conscience. C'est pourquoi, comme le dit Gilles Deleuze dans ses cours sur Spinoza, l'idée d'une pulsion de mort est pour Spinoza une idée qu'il qualifie de grotesque. Chez l'être humain, ce conatus se manifeste sous la forme du désir, qui est, selon Spinoza, l'essence de l'homme. Ce qui signifie que l'être humain est désir, c'est-à-dire puissance d'être et d'agir, puissance de produire des effets autour de lui, et de préférence, car c'est cela qui lui procure de la joie, des effets positifs. C'est pourquoi le désir chez Spinoza ne se définit pas comme manque, mais comme puissance. Il ne se manifeste sous la forme du manque que lorsqu'il échoue à se satisfaire. Mais, si le conatus de l'être humain, et donc sa puissance, résulte du degré de solidarité qui caractérise les parties qui le constituent et le composent, de quoi est-il composant? La réponse est simple. Il est composant d'autres individualités qui sont des individualités sociales. Une société est un individu qui possède un conatus, qui procède de la solidarité entre tous les membres qui la composent. Plus cette solidarité sera élevée, moins les risques de dislocation du corps social seront grands. En revanche,
lorsqu'il y règne l'injustice et que la liberté n'y est pas respectée, les dysfonctionnements y sont nombreux et les conflits rencontrent de nombreuses difficultés pour se résoudre. On peut dire la même chose pour une organisation, telle une entreprise. Cette structure complexe possède son propre conatus, mais elle ne peut persévérer dans son être qu'à la condition que toutes les parties prenantes puissent s'agencer de telle sorte qu'elles puissent gagner en puissance selon la seule nécessité de sa nature. Ce qui ne signifie pas qu'il faille occulter toutes les tensions et tous les conflits qui peuvent s'y produire. Il est naturel que dans une structure humaine, des discordances se fassent sentir et que certains intérêts divergent. Les rapports humains sont par nature des rapports de force. Mais rapports de force ne signifie pas que ces forces soient nécessairement antagonistes. Elles peuvent aussi se conjuguer. Il est donc nécessaire que des procédures existent à l'intérieur de l'organisation pour rendre possible le dialogue et la négociation, afin de permettre aux parties prenantes de trouver un terrain d'entente permettant de conjuguer les intérêts des uns et des autres, pour tous et pour chacun. C'est certainement le rôle des managers dans une entreprise de contribuer à faire se conjuguer les forces en présence, ce qui ne peut se faire ni par la contrainte, ni par la manipulation, qui est aussi une forme de contrainte insidieuse. La contrainte peut parfois donner l'illusion de maintenir une certaine unité dans une individualité sociale, mais ce n'est qu'un faux semblant. Les tensions y restent larvées et la violence toujours présente, prête à déferler à la moindre occasion. Comme l'écrit Spinoza, d'un État dont les membres ne se révoltent pas parce qu'ils y vivent en étant dominés par la crainte, on ne peut pas dire qu'il est en paix, on peut juste considérer qu'il n'est pas en guerre. Le meilleur moyen de contribuer à l'unité d'un corps social, quel qu'il soit, c'est de faire en sorte que chacun ressente le désir d'en faire partie et perçoive qu'en contribuant à l'augmentation de la puissance d'agir de cette structure, il contribue également à un accroissement de sa propre perfection. C'est ce qui correspond à la rencontre de l'utile propre et de l'utile commun. C'est donc en cultivant le désir de chacun, en faisant en sorte que tous les participants à la vie de l'entreprise perçoivent que leur activité en son sein contribue à l'augmentation de leur puissance d'agir et au développement de leur capacité, que celle-ci pourra se développer. Ainsi, une pensée comme celle de Spinoza nous fournit des outils intellectuels pour penser l'entreprise, non pas comme la soumission de la plupart de ses membres au désir d'un seul ou d'une minorité, mais comme une structure collaborative et une conjugaison de désirs multiples et complémentaires.